Bonsoir, vous regardez le journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le mercredi 24 août. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Le niveau de vigilance est repassé à la mi-journée au jaune après l'orange instauré au début de la journée, en raison bien sûr des fortes précipitations générées par cette onde tropicale qui traverse actuellement l'arc antillais. D'où aujourd'hui ces images d'une Guadeloupe plutôt au ralenti comme ce bus, une circulation automobile plutôt faible, des parapluies qui ont été sortis par les piétons et puis les artères de nos principales villes comme celle de Pointe-à-Pitre, quasiment déserte ce matin. Si nous sommes repassés à ce niveau de vigilance jaune, c'est que depuis la mi-journée, nous sommes entrés dans une longue période d'accalmie, mais la branche arrière de cette onde qui se dirige maintenant vers Porto Rico va se réactiver au cours de la nuit et nous connaîtrons alors de nouvelles précipitations orageuses. Ce mauvais temps devrait durer jusqu'à jeudi au moins. Autre information, une tempête tropicale nommée Gaston, vous la voyez, se dirige actuellement vers le nord-est de l'arc antillais. Il pourrait même se transformer en ouragan, mais ce phénomène-là ne concernera pas les petites Antilles. La Guadeloupe connaîtra donc, je vous l'ai dit, des épisodes pluvieux jusqu'à jeudi au moins, d'où ces risques d'inondation qui sont bien réels, notamment dans les zones en bordure de rivières ou exposées par leur situation géographique particulière. C'est le cas de tout le territoire des Abîmes et face à cette réalité, la ville a mis en place depuis plusieurs années un dispositif de prévention et d'alerte que nous présente Johan Charpentier-Titi. Dans la zone de Chazot-Doubs, la mairie des Abîmes est particulièrement vigilante actuellement, mais pas que. La commune a défini 9 zones inondables sur son territoire: Chazot, Doubs, Caduc, Pointe-d'Or, Golconde, Petit-Pérou, Besson, Lafond ou encore Rézet. Et dès lors que l'on passe en vigilance orange pour forte pluie, c'est tout un dispositif qui se met en place. Après l'étape des communiqués de prévention, c'est sur le terrain que cela se traduit. Nous envoyons le jour J sur le terrain des agents du service technique pour pouvoir sécuriser tous les lieux présentant des risques d'inondation au niveau des ponts, donc ils mettent en place un système de barriérage et aussi des panneaux d'interdiction, des panneaux d'inondation. Nous mettons aussi en alerte nos prestataires, nos entreprises qui sont prêtes à intervenir en cas d'inondation, soit pendant le phénomène ou après le phénomène. Mais le plan de la mairie des Abîmes intervient aussi en amont des phénomènes météorologiques. C'est un travail de curage des circuits des eaux pluviales qui est réalisé. Un travail effectué chaque année pour nettoyer et donc ne pas obstruer le passage de l'eau et ainsi réduire le risque de montée des eaux. Il faut savoir que dans certains cas, et donc nous sommes victimes de l'imprudence de la population parce qu'ils mettent des déchets blancs, des frigidaires, on trouve des carcasses de véhicules, on trouve des cuisinières, des gazinières, on trouve un peu de tout. Située dans ce que l'on appelle le bassin versant des Grands Fonds, la commune, très concernée par ce risque d'inondation, pilote le projet PAPI pour Programme d'action et de prévention des inondations. Autour d'elle, 5 autres communes: Sainte-Anne, Le Moule, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau et Gosier. Ce plan se présente en 2 étapes. Aujourd'hui, nous sommes pour 3 ans dans la première phase, la phase de PAPI détention. Par exemple, aujourd'hui, nous avons lancé l'étude au niveau des ouvrages hydrauliques pour savoir, en fonction du volume d'eau qui circule, et donc si le pont mérite d'être recalibré ou il faut construire des ouvrages, donc c'est toute cette étude-là qui est lancée. Dans un deuxième temps, c'est la phase d'action nommée PAPI complet qui prendra place. C'est dans cette phase que les travaux nécessaires seront effectués. En attendant, n'oubliez pas de respecter les règles élémentaires de sécurité en cas de montée des eaux. Et nous évoquions ici même il y a quelques jours ces dispositions individuelles, celles-là à prendre en période cyclonique, et nous y sommes depuis le mois de juin.
Parmi ces dispositions, l'élagage des arbres qui pourrait représenter un danger, mais parfois c'est une tâche qui nécessite un savoir-faire professionnel. En mai dernier, une soixantaine de Guadeloupéens suivaient une formation qualifiante spécifique à l'élagage. Les élagueurs de l'extrême, un reportage d'Éric Pommier. Les voilà ces hommes qui murmurent aux feuilles des arbres. On les appelle des élagueurs grimpeurs. Il faut déjà aimer l'altitude. Et puis moi, perso, c'est depuis petit, j'ai toujours été dans les arbres. Donc... J'aime les arbres, j'aime les laguer, j'aime soigner les arbres aussi. Non, j'ai choisi ça, c'est l'amour des arbres. Je faisais ça quand j'étais petit. Du moins, ils le deviendront de façon officielle une fois le diplôme en poche. Il s'agit en fait d'un certificat de spécialisation taille et soin des arbres, diplôme reconnu par le ministère de l'Agriculture et dont l'association Verte Vallée détient l'agrément. Grimpeur élagueur est un véritable métier à part entière et très en vogue. Il nécessite certaines aptitudes que vous apprendrez sur une formation de 6 mois. Donc cette année, nous avons reçu une soixantaine de candidatures au niveau de cette formation. Et, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de place puisque c'est 14 élus pour 60 candidatures. Là, on a relancé au mois de mai-juin les candidatures. On a déjà une trentaine de personnes qui sont positionnées. Donc on ressent vraiment le besoin de se professionnaliser au niveau du métier de grimpeur élagueur en Guadeloupe. Toute formation nécessite du financement, donc des montages de dossiers. Il faut aller à la rencontre des financeurs pour leur présenter le projet. Et dans ce cadre-là, on a été suivis notamment par nos 2 OPCA, que sont Uniformation et le FAFCA. Être grimpeur élagueur, c'est être apte à reconnaître la physiologie de l'arbre, sa biologie, son appellation scientifique, sa taille, sans occulter la connaissance des sols. Tout le reste n'est que pure pratique. Il faut bien sûr apprendre à grimper. L'accès à la pratique du métier est désormais régenté. Nous sommes en train de rattraper sur le métier des choses qui se sont faites auparavant, c'est-à-dire tout ce qui est coupe sur les arbres et des choses qui ont été mal faites, qui n'avaient pas de technicité. Là, nous amenons une technicité à des jeunes et qui eux-mêmes constatent que la connaissance de l'arbre, ils ne l'avaient pas. Ils faisaient un boulot hors de ce que maintenant, ils comprennent que vraiment un arbre, ça a une vie. Donc, quelque chose qui a une vie, il faut prendre soin. Nous sommes, si vous voulez, des infirmiers des arbres. Ce jeune est intéressé par la formation, mais il doit avant tout passer des tests. Tout est passé au crible sous l'œil averti d'un formateur. Ne devient plus grimpeur élagueur qui veut. Le métier a ses règles. Lui, il est en recoudement en fait pour le recoudement du CSTI. Donc là, on teste, on le fait grimper pour savoir déjà si il a pas le vertige. Ok. Donc là, on le sécurise avec une corde. C'est au cas où il glisse ou voilà, pour juste une sécurité dans l'arbre. Oui, attends, vas-y. Grimpeur élagueur, un métier qui prend de l'altitude. Il faut parfois œuvrer à des hauteurs vertigineuses. Le métier est à risque, mais il faut respecter les consignes de sécurité. Certains connaissent les rouages du métier, mais veulent aujourd'hui le fameux sésame. Objectif, monter leur propre entreprise ou avoir des ouvertures de marché plus intéressantes. C'est en juin, à l'issue de leur formation, qu'ils seront déclarés aptes à grimper aux arbres. Gérard Jeannette est optimiste. Il prévoit un taux de réussite de près de 95%. On se dirige peut-être vers la fin de la grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau qui dure maintenant depuis plus de 3 mois. Après les négociations qui ont repris hier, la municipalité, avec en tête le maire Joël Beaugendre, serait prête à accepter la proposition du syndicat UTC-UGTG de revalorisation du régime indemnitaire des agents municipaux. Les précisions de Johan Charpentier-Titi. Le 4e point de la plateforme de revendication des grévistes de la mairie de Capesterre-Belle-Eau serait sur le point d'être réglé, signifiant sans doute une nette avancée dans le conflit. En effet, cette épineuse question des régimes indemnitaires des agents de la commune bloquait toute négociation depuis plusieurs mois. C'est M. Jean-Yves Ramassami qui dit nous, effectivement, dans le contexte, il y a essayé de trouver un moyen pour permettre à ce que la vigne face à des nous pour permettre effectivement à ce que nous signions 4e point à protocole là, pour nous faire effectivement la rentrée faite normalement et qu'elle est bien revenue à normal. C'est donc le premier adjoint qui a annoncé cette nouvelle au syndicat puisque le maire, Joël Beaugendre, n'était pas présent à la table des négociations. En attendant la validation de cette avancée, le syndicat reste mobilisé.
Nous avons dit que nous, objectif, nous n'avons pas empêché que les gens aillent à l'école, pas empêché que les gens aillent à la cantine, mais c'est bien de trouver des solutions. Mais si c'est celle alternative qu'il faut pour permettre à ce que les habitants rentrent à la normale, parce que nous rappelons que c'est les gens à service technique, c'est les gens qui arrivent à la caisse d'école, les gens dans la mairie qui permettent à ce qu'effectivement mettre en place des dispositifs pour permettre que l'école fonctionne normalement. Et nous avons dit que depuis machine à depuis le 2 mai 2016, machine à n'a pas de volontaires nous parce que nous avons dit que si vous signez des accords avec nous, la moindre des choses c'est que vous effectivement respecter ces accords-là. Prochain épisode de cette saga Capesterre Bello demain matin donc. Et cette évolution, en effet, n'est peut-être pas sans lien avec la pression exercée depuis 2 jours par les organisations de parents d'élèves qui, inquiètes de l'impréparation de la rentrée scolaire, se sont mobilisés et interpellent le préfet et le recteur, car les écoles de Capesterre, comme vous le voyez, n'ont pas été entretenues depuis le début de la grève et à l'évidence ne sont pas prêtes à accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Quant à la cantine scolaire, elle non plus n'est évidemment pas prête à fonctionner à l'occasion de cette rentrée. Le président du conseil régional maintenant, il a entamé aujourd'hui la visite des lycées. Première halte ce matin au lycée Yves Le Borgne à Sainte-Anne, où d'importants travaux de rénovation ont été conduits durant ces vacances, ce qui est l'occasion pour Harry Chalus de communiquer sur la politique de la nouvelle région en matière d'équipement des lycées. Éric Pommier. Le président de région Harry Chalus aux côtés du proviseur du lycée Yves Le Borgne à Sainte-Anne, c'est l'affiche de ce matin. Elle s'inscrit dans le cadre d'une visite de terrain des infrastructures à venir et celles améliorées. À quelques jours de la rentrée, le président de la collectivité régionale, dont la priorité est d'améliorer les conditions de vie des élèves et donc le cadre de vie des lycées, s'est rendu sur place pour une visite au pas de charge. Je sais que mes élus ont déjà visiter la plupart des lycées en Guadeloupe pour voir un peu l'avancée des travaux pour la rentrée scolaire. Et là, nous nous assurons que tout a été fait de manière à ce que les élèves puissent rentrer convenablement. Ce lycée, dont l'effectif élèves est établi à 900, a bénéficié d'une enveloppe de 300 000 € de travaux pour 2016. La réparation du Skydome, la réalisation de l'étanchéité d'une salle, la rénovation des vestiaires d'éducation physique font partie du cahier des travaux. Un lycée donc en chantier qui doit cependant être prêt à accueillir élèves et personnel dès la semaine prochaine. Les délais surtout respectés, parce qu'on n'a que 2 mois pour pouvoir faire des travaux. Et après, il y a les vacances de la Noël, les vacances de Pâques, mais ce n'est pas facile pour pouvoir réaliser des travaux dans un lycée. Mais là, actuellement, je constate qu'il n'y a pas de complexe sportif ici, qu'il y a une grosse dépense en matière de transport pour aller sur les terrains de la ville de Sainte-Anne. Donc là, nous allons tout de suite nous mettre à la recherche d'un terrain non loin de ce lycée pour qu'il y ait un complexe sportif dans le lycée. La région a également lancé une 2e phase de travaux. Elle comprend la construction d'une salle omnisport de 500 m². Objectif, accueillir une plus grande capacité d'élèves. Coût total de l'œuvre, 840 000 €. Autant de travaux que le proviseur voit d'un bon œil pour rendre plus efficace et dynamique la vie de son établissement général et technologique. C'est un lycée de plus de 25 ans, donc vous voyez bien nous sommes en face de la mer et donc il faut un entretien constant. C'est dans le cadre de ses compétences que la région enchaîne les visites. Le lycée polyvalent Raoul-Georges à Basse-Terre sera également aux petits soins avec un internat en construction d'une capacité de 50 chambres. Le montant global des travaux engagés par la région dans les lycées de la Guadeloupe au titre de l'exercice 2016 s'élève à plus de 2 millions d'euros. C'était une voix et une plume du Parti communiste guadeloupéen. Dunière Thalys s'est éteint à l'âge de 77 ans. Ce Sainte-Annais avait notamment connu le temps de la splendeur du parti. Derrière en particulier Égésique Ibéné, ancien maire de Sainte-Anne de 1971 à 1989. Mais Dunière Thalys a été surtout connu comme un grand footballeur. Il a été joueur, entraîneur et président de la Juventus de Sainte-Anne. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, maintenant avec tout d'abord en Haïti et ce rapport du Sénat qui révèle la corruption qui gangrène la haute sphère de la politique haïtienne. Un rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat épingle d'anciens premiers ministres, ministres et quelques hauts fonctionnaires pour gestion douteuse de fonds publics. L'ancien premier ministre haïtien Laurent Lamotte, accusé dans le rapport d'avoir antidaté des contrats en 2012, a dénoncé des accusations sans fondement ainsi qu'un complot organisé contre sa personne. Le rapport de la commission sénatoriale a été acheminé au président du Sénat pour que ce dernier puisse le soumettre à son tour à l'appréciation de ses pairs à la plus prochaine séance. Outre Laurent Lamotte,
une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires haïtiens sont accusés de corruption, népotisme et de passation illégale de marché dans leur gestion de fonds publics par cette commission qui a enquêté sur l'utilisation de ce fonds depuis 2008. Bahamar, le projet de méga resort aux Bahamas, aura bientôt une nouvelle vie. C'est le premier ministre des Bahamas, Perry Christie, qui l'affirme. Lors d'une conférence de presse, le premier ministre bahaméen a déclaré que la banque d'import-export chinoise, actionnaire au projet, a signé un accord en vertu duquel la station sera achevée puis vendue à un opérateur hôtelier et casino de classe mondiale. Cet accord a été validé par la Cour suprême des Bahamas. Perry Christie se réjouit de cette issue constructive pour ce projet qui aurait dû être terminé fin 2014 et qui aura coûté la bagatelle de 3,5 milliards de dollars, le plus gros investissement chinois dans la zone Amérique. Cet ensemble hôtelier offrira 2200 chambres commercialisées sous les marques Rosewood, Lux SLS et Grand Yacht Hotel. La construction sur le site devrait reprendre dans quelques semaines au cours du mois de septembre. La banque chinoise s'est engagée à financer tous les coûts de construction restants pour compléter le projet. Quant à l'opérateur China Construction, il devrait terminer les travaux et régler les créances en suspens auprès de ses fournisseurs et sous-traitants. Un nouveau souffle donc pour l'économie bahaméenne qui avait été particulièrement impactée par l'arrêt des travaux depuis plus de 4 ans sur ce méga projet structurant. Des chercheurs de l'US Center for Disease Control and Prevention ont fait une autre découverte déconcertante de microcéphalie. L'anomalie congénitale dévastatrice causée par le virus Zika peut se manifester plusieurs mois après la naissance du bébé. Jusqu'à très récemment, les scientifiques ont affirmé que les bébés étaient plus sensibles au virus quand une femme a été infectée au début d'une grossesse. Les bébés atteints étaient immédiatement reconnaissables à la naissance par leur petite tête. Mais une nouvelle découverte a fait apparaître des bébés avec des têtes de taille normale à la naissance, mais dont le cerveau a été fortement endommagé. Ces derniers développent une microcéphalie reconnaissable environ 6 mois après leur naissance, selon William Dobbins, pédiatre et neurologue à l'hôpital pour enfants de Seattle, qui a étudié les lésions cérébrales de bébés infectés par le virus Zika. Les bébés atteints de microcéphalie avec une apparition tardive étaient nés de mères infectées au cours du 3e trimestre de leur grossesse. Du sport et un mot de cyclisme avec bien sûr le Tour de Guyane. C'était aujourd'hui la 5e étape entre Mana et Yapatou, 163 km 800. C'était d'ailleurs la plus longue étape de ce Tour 2016. Et victoire du Guyanais Ludovic Exfort. Il est bien connu sur nos routes. Il a devancé Hervé Arcade de la Martinique. Le Guadeloupéen Kélian Duro conserve le maillot jaune. Demain, 6e étape entre Saint-Laurent et Irakubo, 113 km. Chez nous, ce week-end sera marqué par le rallye du Nord-Basse-Terre, 3e épreuve de la saison. Ils sont 19 engagés dans cette épreuve automobile, parmi lesquels se détachent, comme d'habitude, quelques favoris que nous présente Éric Pommier. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You were good on the love for a faded love. C'est la reprise pour les pilotes du championnat automobile de la Guadeloupe. Après 2 bons mois de trêve, retour à la compétition pour cette fois. Attaquer la 3e épreuve rallye de la saison, la Ronde du Nord-Basse-Terre Grand Prix d'Assia. Parcours 39 km d'épreuve chronométrée, 106 au total. L'épreuve est de configuration sprint, très courte. Autrement dit, pas droit à l'erreur pendant toute la durée de la course. Pour en découdre, toujours ces mêmes épreuves spéciales qui cassent aussi bien les hommes que les machines. Tivoli Grosse Montagne, route à Papin. Les moteurs vrombiront donc en pleine campagne du Lamentin. 19 bolides pour une affiche haute en couleurs, car les meilleurs de la discipline ont tous tenu à être de ce rendez-vous. Bien évidemment, Franz Pradel, grand absent au grand fond, mais vainqueur de la ronde de Jarry, revient sur sa Mégane avec son copilote Michel Moutoussamy. Franz est certainement le favori de la course. Il a tous les atouts pour réussir à s'imposer sur une configuration où il vaut mieux se montrer fin stratège. Mais attention, la concurrence est sérieuse et bien motivée à lui barrer la route. Les pilotes qui peuvent prétendre à cet objectif sont nombreux. Grand Fond en juin dernier a donné la température d'un rallye aux multiples rebondissements. Autrement dit, tout peut arriver. Objectif, rester concentré sur la victoire.
Pierre Nègre, Edmond Biki et Stéphane Nègre, justement piqués dans leur orgueil au dernier rallye, veulent se rattraper pour se refaire une santé au point pour le championnat. Philippe Ninou risque donc de se retrouver en embuscade avec autant de pilotes hargneux au départ. La surprise peut venir de l'inattendu. Il a pour nom pour cette ronde Karim Orosman, pilote de la Martinique, très à l'aise sur ce type de circuit, sans complexe, face à une concurrence pourtant mieux vitaminée mécaniquement. Et Jean-Pierre Villemain de retour sur sa C2 Super 1600. Que va-t-il faire? Stéphane Nègre, lui, va-t-il tirer son épingle du jeu sur ce rallye? Philippe Ninou vise-t-il une victoire, la première depuis l'acquisition de sa Peugeot S2000? Autant de questions qui feront de ce rallye, 4e du genre, l'événement mécanique où il faudra se rendre le 27 août, premier départ, 14h. Avant de nous séparer, bien sûr, la météo. Ce soir, je vous le disais dès le début de ce journal, il y aura de nouveau de la pluie sur l'ensemble de notre archipel et en particulier sur la Guadeloupe proprement dite. Cela est dû, bien sûr, à la réactivation de la branche arrière de cette onde tropicale qui se dirige pourtant vers Porto Rico désormais. Demain, le temps se dégradera encore plus avec de la pluie et des orages. Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés. Dans un instant, une météo très détaillée de notre grande région de la Caraïbe, les informations nationales et internationales. Notre soirée sera consacrée ce soir à l'émission « L'amour est dans le pré ». Je vous donne rendez-vous pour le retour de l'information régionale demain 12h30. Excellente soirée sur Alizé.